un peu temporisé. Alors, ici, il fallait montrer que les plans P1 et P2 étaient séquents. Et il y a une erreur assez courante dans beaucoup de copies, c'est l'utilisation des vecteurs normaux. Donc déjà, tout le monde me sort les vecteurs normaux, ce qui est déjà un bon réflexe. Donc j'appelle N1 le vecteur normal de P1, c'est-à-dire 1, 1, moins 3, qui sont donc, je rappelle, les coefficients de x, y et z. Voilà. Donc ça, c'était un vecteur normal de P1. Pareil, même raisonnement, je ne vais pas le faire pour gagner du temps, mais N2, c'est donc 1, moins 2, 6. On regarde les coefficients donc de x, y, z, vecteur normal de P2. Et c'est là le problème. Ici, on va pas regarder s'ils sont orthogonaux ou pas. C'est pas ça l'important. C'est pas de remarquer s'ils sont orthogonaux ou pas. C'est de regarder s'ils sont collinéaires. D'accord? Je rappelle, donc il faut que vous représentiez des plans parallèles. Si des plans sont parallèles, vous voyez bien que les vecteurs normaux, celui-là je le fais plus grand, si j'appelle ça N1 et celui-là N2, vous voyez bien que si les plans sont parallèles, les vecteurs normaux sont collinéaires, donc, parce que les vecteurs normaux sont parallèles. Donc ça c'est le cas où P1 est parallèle à P2. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez des plans qui se coupent en une droite, donc là je mets un plan comme ça, donc là c'est très moche, hop, d'accord, là il passe derrière lui. Donc là si j'ai un vecteur normal N1 et un vecteur normal N2, vous voyez que ça n'a rien à voir, ils ne sont pas orthogonaux ces deux vecteurs, mais on voit bien qu'ils ne sont pas collinéaires, et ça veut dire qu'ils sont séquents. Voilà, donc ça c'était une erreur que j'ai vue dans quelques copies. Donc là ce qu'on va regarder c'est la collinarité et non pas l'orthogonalité. Et au passage je rappelle que s'ils sont orthogonaux, les vecteurs N1 et N2, non seulement ils sont séquents, mais les plans sont orthogonaux. Ça veut dire que les deux plans forment un angle droit si vous voulez. Donc là on peut dire que pour changer de rédaction par rapport à d'habitude, pour tout cas, on peut tout simplement dire ça pour tout cas appartenant à R, on peut dire que vecteur N1 n'est pas égal à k fois le vecteur N2, quel que soit k, il n'existe pas de coefficient de proportionnalité si vous voulez. Donc N1 et N2, ils sont non collinéaires, bon, ou ne sont pas collinéaires, moi je préfère dire ça, ce qui entraîne que les plans sont séquents. Voilà. C'est bon pour tout le monde ça, les erreurs qui ont été faites? Mince, je suis perdu. Hop, là. D'accord. Ensuite, question suivante. Question suivante. Là, on dit donc que delta, justement, si les plans sont séquents, les droites, enfin, l'intersection des deux plans est une droite. Et on vous demandait de déterminer cette représentation paramétrique. Je l'ai fait exprès parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui se trompent, même moi le premier qui me trompe, je ne vais pas vous faire la leçon parce que je me trompe aussi. Donc c'est bien d'avoir la réponse pour que, et donc d'ajuster les erreurs éventuelles qu'on peut avoir. D'accord? Bon, ici, il y avait plusieurs méthodes. On n'était pas obligé de trop trouver la représentation paramétrique de delta. On pouvait vérifier que c'était bon. Donc on pouvait faire comme ça. Ou alors, on pouvait tout simplement calculer cette représentation paramétrique. Donc c'est ce que je vais faire. C'est la méthode qui a été plébiscitée par vous. Donc je remets ici le sujet. Donc au passage, delta, donc il y a eu des erreurs de calcul, de méthode, il y a eu de tout. Malheureusement là je n'ai pas eu le temps de tout finir, mais je ferai mieux la prochaine fois, c'est ce qu'il faut se dire. Delta, sa représentation, j'irai cartésienne, c'est donc l'intersection des deux plans. Donc ça, delta final, c'est ça. Et donc là, pour la deuxième, c'est ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à interrompre. Je trouve que c'est un peu silencieux. J'aime pas trop quand un cours est trop silencieux. Merci Tina. Ou Ava, je sais plus. Là, c'est Tina, je crois.
Et donc là, c'est la représentation cartésienne. Donc, je vous rappelle, si je veux une représentation paramétrique, je vais donc ici choisir un paramètre, le donner à quelqu'un. Mais forcément, je vais le donner parce qu'on me dit que delta, là, on le voit, le paramètre c'était. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est l'exercice qu'il impose. C'est pas vous. Vous pouvez mettre ailleurs, mais vous êtes sûr de ne pas obtenir ce qu'on vous demande. Donc là, je mettais. Et maintenant, que va-t-elle des autres? Donc, au passage, comme z égale t, je vais pas faire comme dans ma rédaction du cours. Je vais effacer mes points d'interrogation. Je vais gagner un peu de temps. Ah oui, c'est vrai, je vais tellement aller vite parce que je dois... Ah oui, pardon. C'est moi en plus. Oui, attends, il faut que je redéplace ce truc. Merci Loïc d'y avoir... voilà. Et quand un cours est trop calme, c'est que c'est pas normal que tout soit parfait. C'est pas normal. Enfin, en tout cas, venant de moi, c'est pas normal. Alors, on y va. Capture d'écran. On va dire que c'est Lucas, puisque c'est le dernier à avoir écrit. Ou Nolan, je ne sais pas. Mais Lucas, t'as pas un micro, Lucas? Si? Je t'entends jamais parler, Lucas. C'est dommage de ne pas avoir de micro. Mais il faut parler, Lucas. Ça m'aurait étonné que t'aies pas de micro. Tu m'as l'air bien équipé chez toi. Alors, je vais mettre pause parce que là, ça va faire. Je vais carrément donc directement écrire là. Si je mets z égale t, ça veut donc dire que mes x, que mes z là, ils valent t. Donc, je vais réécrire directement. Alors, ceux qui ont mis des points d'interrogation, vous avez le droit. Ah non, non, ça marche pas, pardon, ça marche pas comme ça. Donc ici, ce que ça va donner ça. J'ai oublié de... En fait, j'ai mis x égale. Donc là, les x, c'est bon, il reste x, les y, il reste y, et le z devient le paramètre t. Voilà. Pareil ici, le x reste x, le y reste y, mais le z devient t égale 0. Et cette fois-ci, je peux mettre z égale t. Alors, chose qui n'a pas été toujours faite sur les travaux que j'ai pu voir, je vais essayer de présenter ce sous-système là joliment, d'accord? Je vais essayer de le présenter correctement, enfin, comme on le voit d'habitude. Ça veut dire les inconnus à gauche et les termes fixes, constants à droite. Et comme t c'est le paramètre, on va dire qu'il est constant, d'accord? Qu'il est supposé connu, donc c'est pas une inconnue. Donc ça va faire x plus y est égal à moins 3 plus 3t. Et là, je vais faire x moins 2y est égal à moins 6t. Et là, j'ai mon sous-système. Je vais essayer de résoudre ça en fonction de t. Et mes inconnus, ça c'est important. Les inconnus ici sont x et y. Pardon, oui. Quand vous passez 3... Non, c'est bon. C'est bon, parce que ça a été un peu haché ton intervention. C'est bon? Je fais rien d'extraordinaire pour l'instant. Je pense que c'était le 3T qui a gêné parce que en fait à la base vous aurez 3T moins 3T moins 3. Ah oui, on peut mettre. Ah oui, on peut. Oui, oui. Parce que on garde l'ordre. Ça dépend parce que dans les représentations paramétriques, souvent, vous voyez, le t, bon, je l'ai fait ça à l'instant, mais je le fais pas tout le temps, c'est pas vrai. Mais là, vous voyez, souvent, on met le paramètre à la fin. Vous voyez. Bon. Après, c'est juste pour présenter. Mais ça peut perturber et je peux concevoir ça. Donc, capture d'écran, déjà, parce que je vais bouger. Mais Lucas, il faut parler. Mais non, mais ça va plus vite de prendre ton micro. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ta voix, pourtant. Ça me rappellera des souvenirs d'avant l'attaque du virus. Donc, je continue dans ma lancée. Je fais donc ça. Delta. Donc, j'ai arrêté de mettre delta déjà. Donc, je prends juste... Ah non, je vais juste prendre le sous-système. Remarque, non, j'ai tout gardé. J'ai fait une présentation. Je vais essayer de résoudre tout le système en regardant ça. Méthode qu'on peut faire. Vous voyez qu'ici, il y a x et x. On peut soit faire une méthode par substitution, ça marche bien parce qu'on peut exprimer dans les deux équations, soit faire une méthode par combinaison linéaire, en retranchant la première à la deuxième ou inversement, ça ne changerait rien. Mais je crois que comme vous aimez bien la méthode par substitution, je vais faire la méthode par substitution. Et je vais faire le plus simple, je vais prendre, parce que là il y a moins de choses, je vais prendre ici. Je prends donc x ici, il est égal à 2y moins 6t.
Vous êtes d'accord? Là, je fais comme ça. Et donc, dans mon y de ma première équation, je vais substituer x, pardon. Je vais substituer x par 2y moins 6. T. Plus y égale moins 3 plus 3t. Est-ce que tout va bien? C'est bon? C'est là où c'est technique, mais c'est une question d'habitude. Au niveau compréhension, il y a pas... Enfin, il faut comprendre certaines choses. Là, on va essayer de résoudre en t. Satan n'a pas bien compris ça, je crois. Oui. Là, on va essayer de résoudre ce sous-système en t. Donc t, il faut supposer que c'est des constantes. Et les inconnus sont bien x et y. Donc ce que j'essaie d'exprimer, c'est x, combien vaut x en fonction de t, et combien vaut y en fonction de t. C'est vraiment ça qu'il faut... Enfin, il faut vraiment... C'est là le point difficile, je pense, du raisonnement. De bien comprendre qui sont les inconnus, où sont les constantes. Là, donc, si je réduis... Alors là, j'ai 3y. Vous voyez, hop. Et là, je vais avoir plus 6t. À droite, ça va faire 9t. Donc, moins 3 plus 9t. Et je vais tout diviser par 3. Et je vais avoir... première capture d'écran, déjà. Si je peux... Du coup, y va être égal... On va tout diviser par 3. J'aurai donc y égale moins 1 plus 3t. Et ce y là, je vais l'injecter dans l'expression de x. C'est ça. Je vais l'injecter dans l'expression de x. Et j'aurai donc en fait j'aurai mon équation paramétrique. Bon. Enfin, je dis toujours équation paramétrique, mais parce que avant ça se disait comme ça. Je vois que dans le cours ils font attention à la représentation paramétrique, mais j'avoue que j'aime pas trop ça. Par habitude, je dis équation paramétrique. Alors ici, moins y plus 3t, et du coup le x, il est donc, je peux injecter mon y dans, je peux remplacer mon y par l'expression que je viens de trouver. La difficulté, je pense, c'est pour ceux qui regardent que les screens. En fait, comme il n'y a pas les explications, des fois c'est plus dur à suivre. Et comme je veux un résultat sous la forme x, y, z, je vais intervertir un peu certaines choses. La première et la deuxième équation, je vais mettre le x en haut, bien sûr, et le y en bas. En deuxième position, au milieu, pardon. Donc x, je vois que ça va être égal à, il y a 6t, moins 6t, ça va faire 0. Et quand, là, il va rester moins 2. Y, il va être égal à ce que j'ai trouvé, moins 1 plus 3t. Et mon z est égal à t. Et je crois que c'était ça, si je ne me trompe pas. Avec la fameuse... Oui, c'était ça. Voilà. Ok, donc, dernière capture d'écran. Certains se sont amusés, ils m'ont envoyé des messages sur... Ils avaient fait autrement, et savoir si c'était juste. Oui. Alors, le problème ici, vous voyez... Je vous ai dit, mais parce que j'ai pas creusé la chose, mais si on avait pris x égale t au départ, il y aurait eu des petites difficultés qu'il fallait bien comprendre. Si vous mettez, vous pouvez pas mettre x égale t parce qu'en fait vous trouvez ici x il est constant. Mais si vous prenez x égale t, vous trouvez que t égale moins 2, et à ce compte-là, il faudra donc exprimer donc les deux autres inconnus, donc y et z, en fonction par exemple de z. Puisque z, vous allez voir que z, dans l'équation de z, il va y avoir z égale z. Donc en fait z égale z, ça veut dire que z c'est le paramètre. Bon, ça c'est des cas particuliers, j'ai pas trop creusé là-dessus. Mais si vous savez faire cette méthode-là, dans les cas particuliers, ça c'est avec l'expérience. Mais dans les cours à distance, c'est compliqué de voir des choses particulières. Déjà, si vous faites la méthode générale, les cas particuliers, on verra ça plus tard. Si on retourne en cours, mais j'ai pas l'impression qu'on va retourner en cours. Alors, maintenant pour terminer. Ah oui, il y avait une deuxième méthode que je vais juste dire oralement, et peut-être que je ferai le complément en vidéo. C'est de vérifier que cette droite est bien... donc je dis pas que c'est delta, mais que ça c'est une droite, et que cette droite c'est bien l'intersection de P1, P2. Bah, première chose qu'on pouvait faire, c'est regarder que le point moins 2, moins 1, 0 était à la fois dans P1 et P2. Il suffisait de remplacer donc ici par moins 1, x par moins 2, y par moins 1 et z par 0. Et si vous trouvez que ça vérifie l'équation cartésienne de P1, c'est que ça marche. Pareil pour P2, vous remplacez x par moins 2, y par moins 1 et z par 0. Normalement, ça marche. Donc déjà, cette droite, elle passe par un point commun au plan P1, P2. Et ensuite, si je fais un petit schéma,
Si je fais un petit schéma là, parce que je pense qu'il faut se faire un petit schéma. Vous avez donc un plan comme ça, qui est coupé par un autre plan ici. On va dire que ça c'est delta justement. Ok. Là j'ai le point que je viens de citer, ça veut dire qu'on va appeler ça le point A. Et d'après l'équation paramétrique, vous avez un vecteur directeur. Vous voyez, vous avez un vecteur directeur. Donc du vecteur. Donc là je peux le voir ici. Ce fameux vecteur directeur de la droite delta. Je peux appeler delta U si vous voulez. U delta, pardon. Donc c'est 0, 3, 1. Mais ce vecteur, en fait, vu que c'est pour montrer que cette droite, si on suppose que cette droite, c'est bien la droite d'intersection des deux plans, ce vecteur, forcément, il est orthogonal aux vecteurs normaux. On ne dirait pas sur ma figure, mais je vais vous expliquer. Dans une autre situation. Vous avez ici la droite, là, à plat, et vous avez donc, je prends que le vecteur, je prends que le plan P1, admettons. Donc là, vous avez le vecteur directeur qui part donc d'un des points de la droite. Donc on va appeler ça U. Donc lui, ce vecteur, il est dans le plan P1. Ici, à ce point-là, vous allez joindre le vecteur normal. Donc si je les rassemble sur une même origine, forcément, comme ce vecteur U, il est dans le plan P1, bah, là, il y a un angle droit. Donc si j'avais à vérifier que ce vecteur U, il est normal à la fois à N1 et à N2, bah, ça veut donc dire que ce vecteur directeur, c'est bien le vecteur directeur de l'intersection des deux plans. Est-ce que vous m'avez suivi? Ça, on peut faire ça. Ça demande un peu plus de virtuosité. Enfin, pas de virtuosité, mais il faut avoir bien compris. D'accord? Dans ce que j'avais dit dans le cours précédent, je vous ai jamais fait ça, mais on pouvait le faire. Et oui. Très bien. Bon, je vais le dire pour la vidéo parce que quand vous intervenez, on n'entend pas toujours très bien. Ou alors, troisième méthode, j'y ai pas pensé en plus. Troisième méthode, vous avez cette droite, vous prenez deux points de cette droite, d'accord? Et donc, vous prenez par exemple le quanté vaut 0, c'est-à-dire vous avez le point -2, -1, 0, d'accord? Vous prenez quand t égale 1, par exemple, vous avez toujours -2, donc là ça va faire 2, et là vous avez 1. Ces deux points, s'ils appartiennent au plan P1 et P2, forcément la droite qui est là, delta, c'est forcément la droite d'intersection, puisque vous venez de prouver que tout à l'heure que les plans étaient séquents. Donc voilà. Ça c'est une autre méthode qui est tout aussi rapide et d'ailleurs je pense qu'elle était la plus simple à faire si vous ne maîtrisiez pas du tout le passage donc de comment trouver une équation paramétrique en partant des deux plans. C'était ce qui est le plus simple à faire. Et donc très malin. Ensuite, on va passer à la dernière question. Donc la dernière question, ici. Hop. Vous avez donc la droite toujours delta et vous avez un nouveau plan P3. Et là, il y a aussi des erreurs. Alors que je me souviens pour certains élèves, ça a été bien fait. C'est une question qu'on a déjà traitée, qui avait été bien fait à un moment donné, mais avec avec un peu de, avec des informations supplémentaires et plus de connaissances, les méthodes vous les mélangez. Donc là, je rappelle delta, elle vous les donner donc dans un exercice. Si vous n'avez pas trouvé l'équation paramétrique, c'est pas grave, elle vous les donner. Donc réutilisez-la pour les questions d'après. Donc là, c'était -2. Z c'était T, par contre là je sais plus c'était +3, je sais plus. -1 +3. Est-ce qu'une capture d'écran a été faite? Oui, je crois que oui. Oui, le CQFD est bon. Vous aviez l'équation delta, la représentation paramétrique de delta, et là vous avez ça. On vous demande de montrer que les plans sont séquents et de donner le point d'intersection. Ben là tout simplement, il vous suffit de trouver les points communs. Si entre delta et le plan P1, vous n'avez qu'un seul point commun, directement, vous avez que delta et la droite, elle est séquente au plan P3. Vous n'avez pas besoin de justifier que c'est séquent, c'est en résolvant le système que vous trouvez que c'est séquent. Vous comprenez? Certains ont fait des choses avec des vecteurs directeurs, c'était possible, mais c'était souvent mal fait. Donc
Je vais tout simplement dire, si je veux montrer que c'est séquent sans trouver les points de coordonnées, donc vraiment sans les obtenir malgré moi. Je rappelle une chose, je l'ai déjà dit au cours précédent, vous avez le plan ici, toujours pareil, vous avez un vecteur normal. Vous avez une droite, peu importe la droite, je vais faire une droite, bon peu importe la droite, mais il y a une droite, mais il y a un vecteur directeur U. Ce vecteur directeur U, vous le mettez ici par exemple, il est là. Si vous avez un angle droit, c'est-à-dire que si le produit scalaire est nul, donc c'est orthogonaux, ça veut dire que la droite elle va être parallèle au plan. D'accord? Vous voyez bien que si là je suis au bout de ma flèche, je suis perpendiculaire au bout de ma flèche, la droite portée par le vecteur U, elle est parallèle au plan. D'accord? Mais par contre, si cet angle il n'est pas droit, c'est-à-dire que si j'ai moins de 90 degrés ou si j'ai plus que 90 degrés, donc je peux être dans cette circonstance-là où c'est plus de 90, et là, une autre circonstance où c'est moins 90, dans ces cas-là, si mon produit scalaire n'est pas égal à 0, donc je suis forcément dans un des cas verts des flèches vertes que je viens de mettre, ça veut dire que la droite est séquente. Donc on pouvait justifier que c'est séquent en regardant, en calculant donc n3, je vais dire, parce que c'est le vecteur 3, le vecteur directeur de D, d'accord? Et si c'est 0, donc delta, elle est parallèle au plan P3, et si c'est différent de 0, ben delta, elle est séquente à P3. Donc ça, je pouvais le faire. Mais comme on me demande, donc vous pouvez le faire, hein, mais comme on me demande les coordonnées du point I, donc je viens de faire d'une pierre deux coups, je vais résoudre le système, montrer qu'il n'y a qu'un seul point commun, donc c'est séquent, et en plus, en cadeau, j'ai les coordonnées du point d'intersection. Donc je vais le faire. Donc on va regarder, on va chercher les points communs, on va dire ça. Donc cherchons les points communs entre delta et le plan P3. Donc capture d'écran pour la première méthode. C'est pour certains qui avaient fait qui avaient essayé de faire cette méthode là, mais se sont trompés. Et je sais plus ce qu'ils m'ont mis. Ils m'ont mis que c'est collinaire ou pas collinaire, je pense, je m'en souviens plus trop. Donc on va cherchons les points communs. Donc points communs, ça veut dire qu'on va résoudre ce système là. Donc déjà les points qui appartiennent à delta, c'est ceux-là. Et les points qui appartiennent au plan P3, alors j'ai plus en tête, c'est 2x moins y. Oh mince, j'ai effacé certaines choses. 2x moins y, j'ai déjà oublié, plus 2z plus 2, ok, c'est facile à retenir, égale 0. Et ça, résoudre ça, c'est ultra simple, souvenez-vous, puisque x, y, z, c'est les mêmes que x, y, z ici. Je vais remplacer donc je vais substituer x, y, z par leur expression en fonction de t. Et à la fin, je vais résoudre une équation du premier degré d'inconnu t. Donc là, ça implique 2 fois moins 2 parce que x vaut moins 2, moins y, c'est-à-dire moins 1 plus 3t, plus 2 fois z, c'est-à-dire 2t, plus 2 égale à 0. Et ça, je vais pouvoir trouver t, puisque j'ai une équation du premier degré. Là, ça fait moins 4. Là, ça fait plus 1, moins 3t, plus 2t, plus 2. Et donc là, ça fait moins 2. Avec ça et ça, ça fait moins 2, moins 3. Et là, ça me fait moins 1. Il y en a qui sont arrivés ici, ou avec une petite erreur peut-être au niveau de la constante ou au niveau de t, et ils me disent, il n'y a pas de solution. Bah, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de solution. Mais pourquoi vous avez moins 3, moins t égale à 0, pourquoi il n'y aurait pas de solution? Ça, j'ai pas compris. Donc dans vos raisonnements, des fois, vous faites des choses assez étranges. Je pense que vous ne réfléchissez pas, je sais pas, pour vous, avoir des solutions, je sais pas ce que ça veut dire pour vous en tout cas. Donc t égale 3. Et voilà, le fait que je dis qu'il y a une solution, ça prouve que la droite elle est séquente à P, et en plus en prime j'ai les coordonnées du point d'intersection. Alors j'ai pas fini, donc la capture d'écran elle pourra tenir en une seule capture d'écran. Oui.
Merci. Merci, c'est moi. C'est moins 3. Merci. Moi aussi j'ai moins 1. Donc, pardon. Merci, Tom. Alors, ici, oui, j'ai fait une erreur déjà. Donc, maintenant, comme t vaut moins 3, oh mince, mais il écrit tout seul. Qu'est-ce qu'il me fait? Je peux en déduire que, donc je peux en déduire que x égale toujours moins 2, lui il est fixe. Y, lui, il est égal à moins 1 plus 3 fois moins 3, ça fait donc moins 10. Et z, et lui, est égal à moins 3. C'était ça? Je crois que c'était pas ça les réponses de mémoire. J'ai dû me tromper quelque part. Il n'y avait pas 4? C'était égal moins 1. Ah oui, et c'était égal moins 1, oui. Où est-ce que je me suis trompé? Ah, non, moins 3. Putain, je me suis encore trompé. Alors, pourtant là, j'ai 2 moins 4 moins... Donc c'est bien plus 3t plus 2t plus 2. Bah du coup là, je vais avoir moins 3. Ça fait moins t. Et dans ma constante, je me suis trompé. Moins 3. Ah, moins 3 plus 2. Je me suis trompé. Pardon, c'est là. Moins 3 plus 2. Ça fait moins 1. C'était ça, pardon. Voilà. Donc, je me suis trompé ici. Non, mais décidément, je me trompe sans arrêt. Merci. Encore une fois. T égale moins 1. Ah, merci. Vraiment, vous êtes là. Oui, je suis pas tout seul. Ça me rassure. Donc, z égale moins 1, puisque z égale t. Et là, ça fait moins 1 plus 3 fois moins 1. Ça fait donc moins 4. Donc, le système a une solution. Il y a un seul point commun. Une seule solution. Ça, c'est important de dire le mot seul, parce qu'on pourrait dire il y a une solution, oui, mais il y a une seule solution. Donc, un point en commun. Donc, un point en commun. Un seul point en commun, même. Donc, il y a beaucoup de donc. Donc, delta séquente AP3 en I de coordonnées, et je les ai en cadeau ici, moins 2, moins 4, moins 1. Donc, moins 2, moins 4, moins 1. Donc, voici comment on pouvait, donc, en une seule fois, montrer que delta était séquente à P3. Capture d'écran. Ensuite, voici, donc le cours s'arrête là, enfin le cours sur la géométrie vectorielle. Et donc là, on vient d'étudier les positions de droite et de plan. On nous reste 2 chapitres. D'accord? Donc si on était dans l'objectif du bac, j'aurais le temps de faire ces 2 chapitres. Mais donc là, il nous reste 1 mois et demi. C'est ça à peu près? Donc on a 2 semaines pour faire... On a 2 chapitres en 1 mois et demi. Donc on peut y aller doucement, on n'est pas obligé d'aller très vite. Donc, il ne reste pas beaucoup. Alors surtout que le dernier chapitre est d'une simplicité... enfin comment dire... Il n'est pas très dur du tout. Puis c'est un chapitre que j'aime pas trop. Donc bon, tant pis. On regarde pour la fin. Nouveau chapitre donc sur les lois normales. Avant de commencer donc les lois normales, on va faire un rappel sur les lois binomiales. La question est pourquoi, vous allez comprendre un peu plus tard, si peut-être aujourd'hui, mais sûrement le cours d'après. Donc première chose, loi de Bernoulli. Alors les lois de Bernoulli, c'est les lois classiques, c'est des lois donc à 2 issues, qu'on va appeler S pour un succès et échec S bar, c'est-à-dire le complémentaire. Donc l'épreuve classique, c'est le pile ou face. L'épreuve pile ou face, c'est une épreuve de Bernoulli. On va dire que avoir un succès, c'est avoir pile, et avoir un échec, c'est avoir face. Donc ça, c'est l'épreuve de Bernoulli, c'est l'épreuve à 2 issues, avec un succès et un échec. Maintenant, la loi de Bernoulli, d'accord, c'est la loi donc qui, on va compter le nombre de succès et d'échecs donc au cours de l'épreuve. C'est-à-dire qu'ici, grand X, d'accord, il va prendre la valeur 1 si c'est un succès, et la valeur 0 si c'est un échec. Autrement dit, la probabilité d'un succès, c'est la probabilité que grand X vaut 1,
et donc on va appeler ça, on va la noter P. Si c'était un lancer de pile ou face avec une pièce parfaitement équilibrée et un lancer parfait, P ce serait un demi. Là, bon, de manière générale, on appellera ça P, et on appelle ça le paramètre de la loi de Bernoulli. C'est bon pour tout le monde là? Bon, c'est pas écrit dans le cours, mais donc là dans le cours je peux faire autre chose. La probabilité de S bar c'est 1 moins P, d'accord? Maintenant, on va répéter donc une épreuve de Bernoulli. Donc quand je fais un lancer de pile ou face, mais je peux en faire plusieurs. Donc, admettons que je fais 10 lancers de pile ou face. Quand on répète une épreuve de Bernoulli, là on va voir ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli d'ordre n, d'accord? On appelle un schéma de Bernoulli d'ordre n lorsqu'on répète n fois, donc de manière indépendante, donc une épreuve de Bernoulli de paramètre P. Donc si je parle d'un pile ou face, donc un schéma de Bernoulli d'ordre par exemple 10 et de paramètre 1,5, c'est que je vais lancer ma pièce 10 fois et la probabilité de mon succès à chaque fois c'est de 1,5, puisque si je suppose que la pièce est parfaite et que le lancer est parfait, donc ici on répète une expérience, une épreuve de Bernoulli, on la répète n fois et avec toujours le même paramètre à chaque fois. Et maintenant, ce schéma de Bernoulli va m'introduire ce qu'on appelle une loi donc binomiale. C'est pas la loi de Bernoulli, mais c'est la loi binomiale de paramètre ANP. C'est donc la variable aléatoire qui va prendre le nombre de succès au cours des n épreuves de Bernoulli de paramètre P. Ça paraît un peu abstrait comme ça, vous allez voir, on va suivre avec un exemple. Ça c'est important. Donc ici, soit x une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre NP, comme x, les valeurs possibles de x sont les valeurs possibles des succès. Si je répète n fois une expérience, combien de succès je peux avoir au cours de mes n expériences de Bernoulli, je peux en avoir 0, 1, 2, 3 et au maximum je peux en avoir n. D'accord? Est-ce que c'est clair, clair pour tout le monde? Pour l'instant, oui. Bah oui. Si je répète 10 fois un lancer de pièce, et pour moi un succès c'est avoir par exemple la pièce du côté pile. Au cours de mes 10 lancers, je peux avoir 0 succès, ne jamais avoir de pile, et au maximum je peux avoir 10 fois comme résultat pile. C'est très rare mais c'est possible, d'accord? Donc mes succès il varie entre 0 et n. Donc si je généralise ça. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la probabilité d'avoir des succès. Donc ça, k, donc x égale k, c'est le nombre de succès. Donc la probabilité d'avoir k succès, elle se note comme ceci. Donc ce que j'aurais voulu, je vais quand même en discuter. Ça, on l'avait déjà fait, non? Oui, dans un autre truc, mais là je vous ai dit je n'allais pas trop vite parce qu'on allait faire un rappel complet là-dessus. Et là, on l'avait pas fait en cours, je crois. Je sais plus comment. On l'avait fait par visio. Oui, c'était sur. Je sais. Oui. Mais j'avais pas. Je savais qu'on allait le revoir de manière un peu plus approfondie après. C'est dans une fiche d'exercice. Ah oui, je me souviens maintenant. Concernant des lois discrètes. Bon. Donc ici, ce qui est intéressant dans le cours, je vais mettre là, c'est que. Donc si on était en classe, mais là ça, ici, ça c'est la probabilité d'avoir k succès au cours de mes épreuves. Donc, ok. Donc si vous regardez bien, donc là je vais le faire un petit schéma, mais admettons que je dis que je répète 3 fois. 3 fois comme ça. Je répète 3 fois mon épreuve, je regarde donc si j'ai pile ou face, pile ou face, pile ou face. Et bien donc si je considère que pile c'est mon succès, donc si je k, mettons que je peux avoir 2 succès, mes piles ils peuvent survenir au premier et au deuxième lancer, mes piles ils peuvent provenir au premier et au dernier, vous voyez toutes ces possibilités? Est-ce que vous comprenez ou pas? D'ailleurs, ça, c'est des piles. Je répète 3 fois un lancer de pile ou face, et je considère comme un succès lorsque j'obtiens pile. D'accord?
Donc mes piles, ils peuvent intervenir soit au tout début, soit au début à la fin, soit au milieu et à la fin. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou pas? Donc, le nombre de manières où peuvent intervenir les succès va être calculé par ce coefficient qu'on appelle ça un coefficient binomial. C'est le nombre, c'est marqué ici, donc le calcul est là, il est un peu barbare ici, là. Donc il se calcule ainsi. C'est pas à montrer, mais bon, c'est pas, faut l'admettre. Avec n, ceci, ça s'écrit n factoriel, d'accord? Ça se lit n factoriel. Donc c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n. Et ça, c'est le nombre de chemins de l'arbre associé à un schéma de Bernoulli, donc d'ordre n, bien sûr, conduisant à k succès pour n répétitions. Donc c'est un peu ce que je viens de faire là, mais je le ferai mieux tout à l'heure. Et dans tous les cas, là, c'est ma répartition de mes succès au cours de mes 3, dans mon exemple qu'il a au cours de mes 3 répétitions. Évidemment, pour avoir un succès, j'ai une probabilité de p. Et donc là, vous voyez, le p puissance k, finalement, c'est ma probabilité de mes succès. Et 1 moins p puissance n moins k, c'est la probabilité de mes échecs. Donc si j'ai k succès, j'ai p puissance k en termes de probabilité. Mais du coup, il y a aussi des échecs qu'il faut compter. Il y a 1 moins p puissance n moins k, donc le reste, qui sont ici, par exemple, des échecs qui sont des faces. Vous comprenez? Bon. Alors ça, c'est juste oralement. On va passer à l'application juste après. Donc ça, il faut le retenir. Donc au moins comprendre que P de x égale K, c'est la probabilité d'avoir K succès. Ça va être le nombre de chemins qui me conduisent à K succès, seulement à exactement K succès. Attention. Ici, donc il y a l'exercice méthode qu'on va faire ensemble. Et peut-être qu'on peut-être qu'on va pas s'arrêter là. Remarque, j'ai encore un peu le temps. Ici. Ah non, c'est pas là que je voulais y aller, je voulais aller là. Donc petit exercice méthode. Donc là, ici, si vous voulez, le coefficient binomial 3,1, le coefficient binomial 3,1, combien ça vaut? Donc j'applique ma formule au-dessus. Je vais la mettre ici. Capture d'écran peut-être, ceux qui veulent de cette propriété. Ensuite, donc, merci pour la capture d'écran. Ici, donc, si je veux calculer ça, on l'avait déjà fait, mais là, ce sera important de savoir faire. Donc ça, c'est mon n, et ça, c'est mon k, d'après la formule qui est au-dessus. Donc, je vais écrire 3 factoriel à la place de n factoriel. K factoriel devient 1 factoriel, et n moins k, ça devient 2 factoriel. Donc, je rappelle que 3 factoriel, c'est 1, fois 2, fois 3. 1 factoriel, c'est 1. Bon, c'est tout court. Et 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Donc, je peux simplifier par 2 et même par 1. On s'en fiche un peu, ça fait 3. D'accord? Et maintenant, si je regarde, donc je fais mon pile ou face comme je le dis. Donc là, c'est juste un petit chemin. Donc, où je mets succès et échec, ça va être plus simple. Donc, ça, ce que je vais faire ici, je vais tout le faire sur le côté là. Ici, ma première expérience de Bernoulli, donc j'ai la probabilité de P d'avoir un succès et la probabilité 1 moins P d'avoir un échec. Vous êtes d'accord? Je répète une deuxième fois. Si la première fois j'ai eu un succès, pareil, je relance ma pièce ou mon expérience de Bernoulli. Je fais ça et je fais une troisième fois, puisque ici la répétition c'est n égale 3. Donc si je regarde l'arbre pondéré, voilà, associé au schéma de Bernoulli, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Donc là, je fais une troisième fois mon expérience et j'ai donc, alors j'ai essayé de faire ça plus joliment sur le cours en vidéo. Donc c'est pareil, S et S bar. Maintenant, si je regarde tous les chemins qui mènent à exactement un succès, parce que finalement, ça c'est le nombre de chemins. Donc sur la pondérée associée au schéma de Bernoulli d'ordre ici 3, conduisant à K succès. Donc là, mon K il vaut 1. Donc je garde tous les chemins qui mènent à un succès. Mais vous voyez, normalement, il y en a 3.
Là où il y a un succès, c'est donc lui, donc un succès là. Il faut que après j'ai que des échecs. Donc ça sera ce chemin-là. Peut-être prendre le rouge, on verra mieux. C'est ce chemin-là. Si je veux un succès, donc là c'est forcément, là c'est déjà fini. Là le succès il peut arriver au bout de la deuxième, enfin seulement la deuxième répétition. Donc ça va être ici. Ou le succès peut arriver à la dernière répétition, c'est là. Vous voyez bien que là il y a trois possibilités pour qu'au cours de mon expérience de ma loi binomiale, au cours de mon expérience de Bernoulli, de mes trois répétitions, j'obtienne que 3 chemins dans lesquels où j'ai qu'un seul succès. C'est clair? Oui, mais vous avez fait une barre en point sur là où vous êtes avec la soudée. Il y a 2 S avec une barre. 2 S avec. Il y a 2 échecs en fait. Non. Au-dessus. Ah oui, pardon, je crois que c'était là parce que ça. Merci. Du coup là c'est faux. Alors c'est lui qui est faux. Voilà, c'est lui qui est faux. Merci. Je vais prendre le stylo. Donc là c'est S bar. Et là c'est pareil, je vais le refaire. Là c'est S et là c'est S bar. Mais je le referai mieux en vidéo pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui veulent la revoir, qui n'ont pas compris ce que je viens de faire très clairement. Donc voici la phrase qui vient d'être dite ici, là, je la représente là. Donc parce que c'est compliqué de faire un schéma avec n répétitions pour que ce soit clair. Là j'ai appliqué le cas n égale 2, d'accord. Ici n égale 3, pardon. Ici c'est le cas n égale 3. J'ai fait 3 répétitions d'une expérience qui a que 2 issues, un succès ou un échec. Et vous voyez bien que le calcul là, c'était juste pour justifier et pour comprendre que quand je fais ce calcul là, j'obtiens le nombre de chemins qui mènent à un seul succès, dans lequel où j'ai eu qu'un seul succès au cours de mes 3 répétitions. Et bon, je crois que je vais terminer par cet exemple là. Petit a, mon stylo, petit a, donc là, ah oui, j'aurais dû changer, mais j'aurais dû mettre petit 1 là, je sais pas, j'ai dû mettre un, je me suis trompé, je referai un petit 2. Et maintenant, on lance 3 fois un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois la valeur 6? Donc ici, on va essayer de modéliser cette expérience. Je lance 3 fois. Donc je vais répéter 3 fois une même expérience qui est de lancer un dé. D'accord? Donc ici, je vais regarder, donc par exemple, je vais donc donner, dans ce que j'ai appelé ici, là, je prends x, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. D'accord? Et dans lequel le paramètre, il y aura un paramètre n et un paramètre x. Donc je vais poser d'abord ça. Je vais utiliser, donc je vais modéliser pour répondre à cette question. Donc je mets soit x, une variable aléatoire, suivant la loi binomiale. Alors c'est de paramètres, quels sont les paramètres? Il y aura n et p. N égale 3. Oui, puisque je répète 3 fois, et p ça va être quoi? Un sixième. Oui, alors on va expliquer pourquoi. Alors car, donc l'événement donc S, donc obtenir 6, sera l'événement succès, d'accord, et que la probabilité d'obtenir 6, donc d'obtenir S, c'est 1 sixième. J'ai une chance sur 6 d'avoir, sur un dé équilibré, j'ai une chance sur 6 d'avoir la valeur 6. D'accord? Tout va bien? Je comprends pas trop si on fait l'expérience 3 fois, pourquoi il y aurait qu'une seule fonction dans le succès. Non. On fait 3 fois l'expérience et mon paramètre, c'est le paramètre P, c'est la probabilité d'un succès. Et je suppose que mon succès, le S que je choisis, c'est l'événement obtenir 6. Quand tu lances une fois ton dé, quelle est la probabilité d'avoir 6? Mais je crois que j'ai pas compris. P, c'est le paramètre, c'est la probabilité du succès. Un succès, juste un succès, hein, la probabilité d'avoir un succès. Si tu supposes que le succès,
c'est obtenir 6. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 en lançant le dé? Ah, ok, d'accord. D'accord? Donc maintenant, si tu veux, je vais schématiser l'expérience de Bernoulli, comme ça, de la loi binomiale. Donc là, j'ai un succès, j'ai une chance sur 6. Là, j'ai pas de succès, j'ai un échec, j'ai donc 5 chances sur 6. J'ai tout sauf 6. Je recommence, là, comme ça. J'ai un succès, pas un succès. J'ai un succès, pas un succès. Et là, j'ai fait 3 fois, donc je recommence. J'ai un succès, pas un succès. Et à chaque fois, c'est un sixième et 5 sixièmes. Bon, je vais pas écrire, ça va surcharger mon arbre. Ah, j'essaie de mieux le faire. Et là, ok. Donc à chaque fois, j'ai un sixième là, un sixième ici, et là, j'ai 5 sixièmes là, etc. C'est bon? Voilà. Maintenant, c'est quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois la valeur 6? Vu que j'ai posé dans ma modélisation que le succès, c'est obtenir 6, ça revient à dire que mon nombre de succès doit être égal à 3. Et je vous rappelle que x, ça compte le nombre de succès. D'accord? X, c'est le nombre de succès que je souhaite calculer. La probabilité, enfin, en tout cas, c'est ce que je veux avoir. Donc, du coup, ici, je vais calculer la probabilité d'avoir 3 succès. Donc, ça veut dire que x égale 3. Ok? Qui va donc... J'applique la formule du haut. C'est égal à... binomial, donc de coefficient binomial de 3 à 3, et le P, ici le 1 moins P, donc là il y aura puissance K, et la puissance N moins K. C'est bon? Donc il faut avoir ça en tête. Donc là c'est coefficient binomial N, K. Mon N, il est là, donc c'est 3, et mon K, c'est aussi 3. Donc ça, je rappelle que c'est mon N, c'est mon nombre de répétitions. Ça, c'est mon nombre de succès, c'est K. C'est bon pour tout le monde, ça? Oh là. Donc je ferai un meilleur cours la prochaine fois. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je vous enverrai le cours bien sûr à l'avance, ce qui n'a pas été le cas là. Alors 1 sixième, donc ça c'est la probabilité de mon succès. Je l'ai dit ici. C'est mon paramètre. Puissance, donc K. Donc puissance K, ça va être puissance 3. D'accord? Ça c'est la valeur de K au passage. Et ensuite, je mets 1 moins P. Donc 1 moins 1 sixième, bon, je pourrais mettre 5 sixièmes si je veux. Puissance, donc N moins K. C'est-à-dire 3 moins 3, ça vaut 0. Ça, je rappelle que c'est N moins K. Et ça, c'est K dans ma formule. Donc, on peut regarder l'arbre sans calculer les factoriels. Il y a combien de chemins qui mènent à 3 succès dans mon arbre ici, dans mon arbre pondéré? Un seul. Donc je vais le mettre en rouge. C'est succès, succès, succès. Il n'y a que celui-ci qui marche. Les autres ne marchent pas. Donc combien vaut cette valeur là? Le coefficient binomial 3, 3. Ça vaut 1. Très bien, voilà. Je n'ai pas besoin de savoir calculer des factoriels. Donc ça vaut 1. D'accord? 1 sixième puissance 3. Donc je le garde comme ça, je ne vais pas le calculer. Et là, c'est fois 1, puisque la puissance 0, un nombre non nul à la puissance 0, c'est 1. Au final, c'est donc 1 sur 6 au cube. Donc si j'écris là, 1 sur 6 au cube. Bon, je ne pourrais pas calculer, j'ai pas envie de calculer. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Il faut juste bien... Alors, la difficulté... Je dis pas que c'est simple, hein, attention. La difficulté, c'est de bien modéliser et d'avoir bien compris qu'est-ce qu'on répète, quelle est ici l'expérience de Bernoulli, donc quel est ici le succès, l'événement succès, et quelle est la probabilité de ce succès à chaque fois. D'accord? Oui? Mais moi aussi, il faut bien que j'y aille aussi également. Bonne journée Mathilde. Au revoir. Donc on va terminer.